Mesdames et messieurs, bonsoir. Au sommaire de ce journal, le ministre des Infrastructures et des Transports effectue une descente sur l'axe Ndali-Niki pour constater l'ampleur des dégâts liés à l'effondrement de plusieurs ouvrages de franchissement sur ce tronçon reliant les deux communes. Occasion pour le ministre d'annoncer la reconstruction complète non seulement de la route Ndali-Niki mais aussi de plusieurs autres tronçons dans la région. Les détails dans un instant. Nous parlerons également coopération bilatérale dans ce journal avec l'anniversaire de jumelage des villes de Cotonou et Ningbo, respectivement entre le Bénin et la Chine. Il y a 10 ans que ces deux villes se sont mises ensemble pour des relations de jumelage et l'événement cette année est couplé avec l'inauguration de la 12e édition de la foire des produits chinois au Bénin et en Afrique de l'Ouest. La culture sera également au rendez-vous de ce journal avec une conférence sur la sûreté et la sécurité des musées du Bénin. C'est dans le cadre du cycle de formation des ressources humaines au profit de la gestion et la sécurisation des biens culturels. Plusieurs acteurs sont pris en compte par ce programme de renforcement des capacités initié par le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. Le ministre des Infrastructures et des Transports était sur l'axe Ndali-Niki ce jeudi. Hervé Héromé est allé constater l'ampleur des dégâts liés à l'effondrement de plusieurs ouvrages de franchissement sur ce tronçon reliant les deux communes. Occasion pour le ministre d'annoncer la reconstruction complète non seulement de la route Ndali-Niki mais aussi de plusieurs autres tronçons dans la région. Il était accompagné pour la circonstance du député de la 8e circonscription électorale Rachidi Gbadamansi et les maires des communes concernées. Reportage. Comme annoncé, la liste électorale informatisée provisoire. Quelques problèmes techniques avec cet élément, nous y reviendrons toujours dans cette édition. Nous allons d'abord parler de l'Agence nationale d'identification des personnes, ANIP, qui procède à partir de ce jeudi à l'affichage de la liste électorale provisoire pour les législatives de 2023. Un point de presse a été animé pour la circonstance par le gestionnaire mandataire de l'ANIP. Officiellement, la population électorale s'élève à plus de 6 millions de personnes en attendant la liste définitive. Suivant. Comme annoncé, la liste électorale informatisée provisoire LEIP est publiée ce 8 septembre 2022. Pour une étape aussi importante dans le processus de l'organisation des législatives de 2023, l'Agence nationale d'identification des personnes fait du sans faute. Conformément aux dispositions du Code électoral, à cette date, l'ANIP a l'obligation juridique d'afficher la liste électorale informatisée provisoire. En termes de chiffres, je peux vous dire que la population électorale potentielle, parce qu'il s'agit de la liste provisoire, affiche 6 709 888 personnes ayant l'âge de voter. La publication de la LEIP s'étend sur 15 jours, donc jusqu'au 22 septembre, comme prévoit les textes. Elle est affichée dans les centres de vote sur l'étendue du territoire national. Mais pour rendre plus facile l'accès à la population, l'ANIP a pris d'autres dispositions pratiques adaptées au numérique. Il s'agit pour ceux qui ont un terminal Android de taper sur Internet lei.anip.bj et la page s'ouvre, leur demande leur numéro personnel d'identification, ils renseignent ce casier-là, puis cela affiche leur adresse électorale, leurs données électorales, leur centre de vote. Pour ceux qui n'ont pas un terminal Android, donc qui ont un téléphone ordinaire, nous les avons également pris en compte. Il s'agit pour eux de taper le code court étoile 139 étoile 7 étoile leur numéro personnel d'identification dièse et ils lancent. Le mécanisme mis en place dans le cadre de l'élaboration de la liste informatisée ne laisse de place à aucune fraude.
Toutefois, le gestionnaire mandataire insiste sur l'aspect inclusif priorisé dans le processus. Notre objectif au niveau de l'ANIP est que nous ayons l'exhaustivité de notre population au niveau du registre national des personnes physiques. L'ANIP reste ouverte pour ceux qui, jusque-là, n'ont jamais fait le RAVIP et qui doivent pouvoir le faire pour faire valoir leur droit électoral. Si l'Agence nationale d'identification des personnes s'active en respect aux dispositions en vigueur, il n'en demeure pas moins que des commentaires indiscrets circulent comme à l'approche de toute élection. Et à ce sujet, le gestionnaire mandataire de l'ANIP a apporté des réponses explicites. Je profite pour soulever un coin de voile sur une activité et une actualité déplaisante où on fait afficher des passeports des gens pour dire qu'ils ont obtenu des actes frauduleux. Si quelqu'un a la preuve qu'un Béninois s'est fait délivrer frauduleusement un acte d'état civil ou s'est fait établir une pièce d'identification et il emporte à la connaissance de l'ANIP, nous savons faire le travail. Le procureur de la République sait que l'ANIP sait faire le travail. La direction du renseignement territorial sait que l'ANIP sait faire le travail. La direction de l'immigration et l'immigration sait que l'ANIP sait faire le travail. Nous en avons envoyé déjà plus d'une centaine devant le procureur de la République. À partir de la publication de la LEIP, l'ANIP a déployé des agents au niveau des arrondissements, assister la population pour leurs besoins de transfert et autres réclamations. Je l'annonçais tantôt, le ministre des Infrastructures et des Transports était sur l'axe Ndalé-Niki ce jeudi. Hervé Heromé est allé constater l'ampleur des dégâts liés à l'effondrement de plusieurs ouvrages de franchissement sur ce tronçon reliant les deux communes. Occasion pour le ministre d'annoncer la reconstruction complète non seulement de la route Ndalé-Niki, mais aussi de plusieurs autres tronçons dans la région. Il était accompagné pour la circonstance du député de la 8e circonscription électorale Rachid Gbadamansi et les maires des communes concernées. Nous allons suivre. C'est sous une pluie fine que la délégation du ministre des Infrastructures et des Transports est descendue sur le terrain dans l'après-midi de ce jeudi 8 septembre. De Ndali à Niki en passant par Perere, les dégâts sont énormes. Plusieurs ouvrages de franchissement ont cédé sous l'effet de fortes pluies diluviennes qui s'abattent ces dernières semaines dans la partie septentrionale du Bénin. Mais au-delà des mesures urgentes prises pour soulager les usagers de ce tronçon, l'exécutif veut désormais passer à la vitesse supérieure. Nous avons rendu compte de cette situation au chef de l'État, qui nous a instruit à l'effet d'engager la reconstruction complète de cette route. Bien entendu, nous allons laisser passer les pluies pour engager la reconstruction complète de la route avec des standards autrement plus consistants que ceci. Nous allons faire une structure de chaussée et des ouvrages qui vont répondre aux nouvelles sollicitations que nous connaissons désormais. La route Ndali-Niki complètement reconstruite dans la toute prochaine semaine, mais pas que. C'est un vaste programme qui est engagé dans la région. Nous allons, dans les semaines à venir, la procédure de contractualisation est allée déjà à son terme, engager la réhabilitation de la route Parakou-Berouboué. Le gouvernement s'attelle à engager la construction de la route Niki-Kalalé. L'aménagement et le bitumage de Niki-Kalalé. Il y a Kota-Kwandé que nous allons commencer là également. La contractualisation est très avancée, donc bientôt nous irons lancer les travaux de Kota-Kwandé. Il y a une route qui fait l'objet de préoccupations actuelles et le chef de l'État nous a instruit pour la mettre également en chantier le plus tôt possible. C'est Guéné-Karimama. Au total, ce sont donc 335 km de route qui seront bientôt bitumés et dont les travaux seront lancés incessamment. Un vaste programme qui vient encore une fois prouver que le président Patrice Talon est à l'écoute de son peuple. Je peux conclure que la philosophie politique du président Patrice Talon, c'est tout pour le peuple et rien pour le gouvernement. Ce que j'ai compris que ce qui a été réalisé par le passé a été réalisé dans la précipitation, ça a été réalisé dans la navigation. Le gouvernement actuel est en train de gérer les lacunes du passé. C'est insatisfait que nous avons constaté depuis que le pont a cédé, la rapidité, la sincérité avec laquelle le gouvernement a pu déployer, n'est-ce pas, les engins sur le terrain.
À la faveur de cette descente sur le terrain, le ministre et sa délégation se sont par ailleurs rendus au palais royal de Niki, une visite au cours de laquelle Hervé Khekhoumé a transmis les chaleureuses salutations du président Talon à l'empereur Sabinaïna III. Enfin, une bonne nouvelle pour les aspirants au métier d'enseignant. Ils recevront une avance sur salaire pour le démarrage de la prochaine rentrée des classes. C'est la principale information à retenir de la session extraordinaire de la Commission nationale de concertation, de consultation et de négociation collective. Une rencontre présidée par le ministre d'État Abdoulaye Biotane et qui a connu la présence des secrétaires généraux des confédérations et centrales syndicales ainsi que des membres du patronat béninois. Nous allons suivre les explications du ministre d'État, président de la commission. Il sera suivi du secrétaire général de la CSTB, Nayemi Kassa Mampo. Suivant. La session, qui est une session extraordinaire, a été consacrée exclusivement aux questions liées à la rentrée scolaire. Et après la présentation des ministres, des 3 ministres chargés de l'éducation, nous avons échangé sur les conditions de préparation de la rentrée et nous avons convenu que les conditions de cette préparation s'est bien passées et qu'on peut considérer que la rentrée scolaire prochaine de ce mois de septembre va se passer dans des conditions normales. Le principal sujet des préoccupations et du gouvernement et des partenaires sociaux, vous le savez, a été la situation des AME, des aspirants au métier d'enseignant, où le gouvernement continue de travailler sur les conditions d'amélioration de leurs conditions de travail. Le gouvernement a annoncé à la session qu'en attendant que des décisions soient prises d'ici quelques semaines, pour faciliter la reprise des classes par les AME, une avance de salaire d'1 mois de salaire leur sera accordée dès ce mois de septembre. Je crois que ça a été bien accepté et bien perçu par les centrales syndicales qui étaient à la réunion. La seule chose qu'on a pu savoir aujourd'hui des AME, c'est qu'en fait, on va leur faire une avance sur salaire, un genre de prêt d'1 mois de salaire pour leur permettre d'effectuer la rentrée et qu'on va commencer par payer, qu'ils vont commencer par rembourser à partir du mois de janvier 2023. Or, les AME sont un peu comme la pluie tombe en saison sèche. Lorsqu'une pluie tombe en saison sèche, quelques minutes après, l'eau disparaît. Un AME à qui on remet 60 000, 80 000, 100 000, tout de suite, mais ça disparaît. Ça ne peut même pas lui permettre de préparer la rentrée. On a demandé s'ils sont pris en compte pour la rentrée. Les primes de rentrée, non, ils ne sont pas pris en compte. Il faut attendre novembre pour savoir ce qui est prévu pour eux. Et en même temps, novembre pour savoir ce que le gouvernement prévoit par rapport à la question de revalorisation des salaires. Et j'ai dit aussi qu'il faut créer les conditions de négociation. Il n'y a pas de négociation au Bénin. Il n'y a pas de dialogue social au Bénin. Surtout qu'on n'a jamais satisfaction. Aujourd'hui encore, là, c'est juste diligence. Il n'y a pas de façon concrète des décisions du gouvernement pour satisfaire aux revendications des travailleurs. Les revendications des travailleurs de la santé, de l'éducation, du développement rural, de tous les secteurs. Tout ça, c'est sur la table du gouvernement. On nous dit, dans les semaines et les mois à suivre, qu'on va nous inviter pour une session ordinaire. Dans tous les cas, les travailleurs doivent savoir que s'ils ne se mettent pas au combat, s'ils ne se mettent pas à lutter, ils n'auront pas satisfaction des revendications. Nous, la rentrée toujours a lieu. De toute façon, on aura encore une rentrée politique. On n'a pas dit qu'on va faire grève à la rentrée, mais lorsque les gens vont à la rentrée sans argent. Parlons à présent relations bilatérales avec le Bénin et la République du Congo qui entendent insuffler une nouvelle dynamique à leur coopération. C'est ce qui justifie d'ailleurs la tenue de la 3e session de la Grande Commission mixte de coopération entre le Bénin et la République du Congo. Les travaux qui ont connu la participation du ministre congolais en charge de la coopération internationale et de la promotion du partenariat public et privé interviennent 15 ans après la 2e tenue à Brazzaville. Oulia Tanoussi pour les détails. Le ministre béninois des Affaires étrangères accueille ici à Cotonou son homologue congolais de la coopération internationale et sa délégation.
C'est dans le cadre du renforcement des liens d'amitié et de coopération entre leurs deux pays. En effet, tous deux coprésident la 3e session de la Grande Commission mixte de coopération entre le Bénin et le Congo. Une session qui intervient 15 années après la 2e tenue à Brazzaville. La présente session, à mon sens, permettra à nos deux délégations de dialoguer avec une intensité renouvelée, en toute franchise, en toute fraternité, en toute amitié, dans le cadre d'une coopération que je veux rénover, mais surtout approfondie. Entre partenaires, mieux, entre amis, on se dit tout ce qui va moins bien et ce qui pourrait mieux aller. Ainsi, y a-t-il lieu de nous féliciter de la présente rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la concrétisation de la volonté commune de nos deux chefs d'État, leurs Excellences, Messieurs Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, et Patrice Talon, président de la République du Bénin, de dynamiser et de diversifier davantage nos relations de coopération. Pour ce faire, il nous incombe, lors de nos travaux, de créer les conditions propices à l'atteinte de cet objectif. La présente session fait suite à la réunion des experts. Les principales thématiques abordées au cours des travaux ont rapport notamment à la revue du cadre juridique institutionnel de la coopération. Dans ce cadre, des accords ont été signés en vue du bien-être de leurs populations respectives. C'est une étape importante que nous venons de franchir. En effet, la signature au cours de la présente session de 2 accords de coopération et les diverses conclusions auxquelles les deux parties ont abouti, lesquelles constituent notre programme d'action au cours des prochaines années, participent de notre volonté de consolider, de diversifier et d'insuffler une dynamique nouvelle à notre coopération que nous voulons fructueuse et mutuellement avantageuse. Je voudrais vous dire combien nous attachons du prix à l'application des 10 accords de coopération. Le ministre béninois des Affaires étrangères, satisfait, tout comme son homologue de l'organisation de cette 3e session, a adressé ses félicitations aux experts des deux pays pour les 2 jours de labeur qu'ils ont eus. Le retour que j'en ai eu témoigne du sérieux qui a caractérisé leurs travaux, de l'intensité des débats qu'ils ont menés et de la qualité des conclusions sur lesquelles ils se sont accordés. En effet, au cours des travaux de cette session, nos deux délégations se sont attelées à consolider les acquis de la coopération entre le Bénin et le Congo, ainsi qu'à définir les nouvelles orientations dont la concrétisation contribuerait fortement à la redynamisation de la coopération, ainsi que le souhaitent nos deux leaders, nos deux chefs d'État, leurs Excellences Denis Sassou Nguesso et Patrice Talon. Les résultats auxquels nous sommes parvenus traduisent de façon éloquente les nouvelles dispositions de notre coopération bilatérale et le communiqué conjoint que nous venons de signer en est le reflet tangible, ainsi que l'acte solennel d'homologation des grandes conclusions de cette session. Occasion pour l'autorité de rassurer ses hôtes de la disponibilité du gouvernement du président Patrice Talon à prendre toutes les dispositions utiles pour tirer le meilleur des recommandations formulées par cette session. La 4e session qui se tiendra à Brazzaville au Congo sera l'occasion de continuer les échanges dans le sens de leur renforcement. Coopération bilatérale toujours, la ville de Cotonou et celle de Ningbo en Chine sont en fête. Il y a 10 ans, ces 2 villes se sont mises ensemble pour des relations de jumelage et l'événement a été célébré ce vendredi 9 septembre 2022. L'événement est couplé avec l'inauguration de la 12e édition de la foire des produits chinois au Bénin et en Afrique de l'Ouest. Reportage. Depuis 10 ans, Cotonou et la ville de Ningbo en Chine convolent en juste noces autour d'un jumelage et le 10e anniversaire est célébré par ces 2 partenaires malgré la distance qui les sépare. Par visioconférence, les responsables de la ville chinoise ont fait le point à mi-parcours de ces relations de jumelage, analysées avec lucidité par le partenaire d'en face. Un 10e anniversaire est un symbole de résistance à l'image de l'étain, ce métal précieux
qui est connu pour protéger d'autres métaux parce qu'il résiste à la corrosion. Le jumelage, je le rappelle, c'est tout d'abord une rencontre entre les hommes, deux villes, deux peuples, deux histoires, deux cultures et enfin deux coutumes. Des relations nées d'un besoin de partage bien au-delà des barrières linguistiques. Au centre, il y a eu des échanges humains de plus en plus fréquents qui ont accouché des fruits abondants de coopération. Se trouvant à l'avant-cadre de la réforme et de l'ouverture de la Chine, Ningbo est un des points de départ de la route maritime de la soie du XXIe siècle. Possédant l'un des 10 premiers ports internationaux du continent africain, Cotonou est aussi l'un des points de destination de cette route. En 2018, le Bénin a décidé de participer à l'initiative La Ceinture à la route, ce qui a ouvert une plateforme plus élevée pour la coopération amicale entre la Chine et le Bénin. Cette coopération est bâtie sur l'amitié, la confiance et le respect mutuel. Et les jumelages entre les villes de Ningbo et Cotonou, dont nous célébrons le 10e anniversaire aujourd'hui, approfondissent cette amitié sincère. Une liaison d'amitié dont les acquis ont été évalués par le maire de Cotonou. Et loin d'être essoufflé, Luc Atropo bascule déjà vers l'avenir de ces relations de coopération. Comment faire en sorte que cette relation s'intensifie? C'est commencer à faire en sorte que les deux peuples, la population de Ningbo et de Cotonou, soient plus en contact. Par les formations, on en a parlé tout à l'heure, notamment des jeunes, la formation professionnelle. Vous savez qu'ils sont en avance sur nous dans ce domaine. Aujourd'hui, le gouvernement du président Talon fait beaucoup d'efforts dans ce domaine et les villes devraient accompagner cet effort. Ce 10e anniversaire du jumelage entre la ville de Ningbo et Cotonou a été couplé avec la 12e édition de la foire des produits chinois au Bénin et en Afrique de l'Ouest. Une fois inaugurée avec cette coupure symbolique du ruban. Parlons à présent de l'atelier de lancement de l'élaboration des offres de modèles RISAO en lien avec les 5 curricula des écoles normales supérieures portant sur la bivalence. Les assises entrent dans le cadre du processus enclenché en vue de l'amélioration du système éducatif. Elle regroupe pour une semaine à Boïcon les experts invités par l'Institut national d'ingénierie, de formation et de renforcement des capacités des formateurs. Imet Hélène Amosso pour les détails. 16 acteurs du monde des systèmes financiers décentralisés s'approprient à travers cet atelier les résultats des recherches effectuées sur la question de sécurisation des installations des institutions. La rencontre initiée par la Direction générale de la microfinance vise entre autres à évaluer les coûts liés aux mesures de sécurisation des opérations au sein des SFD. L'atelier qui nous réunit ici aujourd'hui, c'est de pouvoir réfléchir à comment nous allons pouvoir conjuguer ensemble une meilleure sécurisation des installations des SFD et leur permettre en même temps une meilleure rentabilité. Cette question de sécurisation des installations doit être prise en compte dans la recherche ou la quête de la rentabilité des institutions de microfinance. C'est pour cette raison que le projet ADAPAMI a accepté accompagner le Comité national de microfinance et le ministère des Affaires sociales et de la microfinance afin d'approfondir le problème, mieux comprendre, mieux cerner la problématique afin d'aider l'ensemble des acteurs du secteur de la microfinance à contrôler, sinon à maîtriser la question de la sécurisation. À fin avril 2022, seulement 34 points de service des SFD sur près de 700 ont été constatés sécurisés par les forces de l'ordre. Le coût de la sécurisation par les éléments de l'état-major étant un casse-tête pour les systèmes financiers décentralisés, il urge donc pour eux de trouver une solution alternative. Il a été institué par décret numéro 2016-774 en date du 23 décembre 2016
un comité chargé d'étudier les modalités d'exécution des prestations de sécurisation des institutions financières, des centres commerciaux et des autres unités économiques privées. En effet, certains systèmes financiers décentralisés se sont limités jusqu'à nos jours à l'ancienne pratique de sécurisation en ayant recours aux agences de gardiennage et de sécurité avec tous les risques que cela comporte. Au regard de leur rôle social et leur contribution à la lutte contre la pauvreté, les systèmes financiers décentralisés suggèrent l'application d'une tarification spéciale. Un plaidoyer est d'ailleurs engagé dans ce sens sur recommandation du Comité national de microfinance. Parlons à présent de la cérémonie de remise de certificats aux lauréats de la première cohorte du programme LEARN. Entendez, levier d'apprentissage pour la conversion dans le numérique. Ils sont sélectionnés sur l'ensemble du territoire national. Ces jeunes ont suivi pendant 6 mois des cours théoriques et pratiques et c'est le moment pour eux de recevoir leur parchemin de fin de formation. Une cérémonie placée sous la tutelle du ministère du numérique et de la digitalisation. Assoumou Kagnan-Siongon pour plus de précision. Ils sont 50 récipiendaires à obtenir leur certificat au terme d'une formation de 6 mois. Sélectionnés sur l'ensemble du territoire pour le programme Levier d'apprentissage pour la reconversion dans le numérique, cette première cohorte a bénéficié de bourses complètes d'études pour suivre la formation. Une formation qui a été pratique et qui vise à faire des bénéficiaires des professionnels prêts à être employés. C'est le moment de remercier toutes les parties prenantes, les partenaires et notamment le prestataire Epitech Bénin, qui, pour la qualité et la démarche pédagogique utilisée, a privilégié la pratique pour produire des professionnels prêts à l'emploi. C'est une reconversion pour la 50aine de lauréats ainsi déversés sur le marché de l'emploi. La ministre de l'économie numérique et de la digitalisation, Aurélie Adamsoulé-Zoumarou, leur demande de faire en sorte que la confiance autour du programme reste, demeure et grandisse. Occasion pour elle de leur adresser ces exhortations. Chers récipiendaires, bravo pour les efforts que vous avez faits jusqu'ici, que vous avez fournis. Et je vous souhaite vraiment plein succès dans votre carrière. Ce que vous avez obtenu est un premier pas, c'est la fin de quelque chose, mais c'est le début d'autre chose. Et cette autre chose, c'est ce qu'il y a de plus passionnant. Notre secteur est un secteur qui mérite qu'on en fasse partie parce qu'il va vous épanouir et ça n'a pas de prix. La porte-parole des récipiendaires salue l'initiative qui leur a permis de bénéficier de la formation. Un spécial merci à la ministre du Numérique et de la Digitalisation, Madame Aurélie Adamsoulé-Zoumarou, à la coordonnatrice du Fonds d'appui à l'entrepreneuriat numérique, Madame Jessica Gaba, pour avoir accepté, porté et veiller à la mise en œuvre de cette initiative gouvernementale qui vise à promouvoir le développement de compétences numériques tel un véritable vivier d'emploi, de répondre efficacement aux problèmes de chômage des jeunes. Ce sont là des ressources humaines prêtes à être consommées. La ministre ajoutera que les entreprises n'auront plus besoin de beaucoup de temps pour bénéficier de leurs compétences. Nous allons à présent faire un zoom sur les assises des acteurs du monde scientifique. Ils se sont mobilisés ce jeudi 8 septembre 2022 pour ensemble étudier, analyser et valider le rapport de la cartographie des acteurs, des résultats et des besoins en recherche et innovation en République du Bénin. Et c'est à la faveur d'un atelier dont les travaux se tiennent à Cotonou. Reportage. C'est au cabinet international de consultation LACAS qu'a été confiée l'étude de la rédaction du rapport de la cartographie des acteurs, des résultats et des besoins en recherche et innovation au Bénin. Une fois finalisé, ce document présenté ici
est soumis à l'appréciation de ces acteurs scientifiques en vue de sa validation. L'un des problèmes de la recherche au Bénin, ce n'est pas seulement les problèmes de financement ni les problèmes de la recherche. En fait, de la recherche se fait. Mais généralement, nous ne savons pas où ces différents acteurs se trouvent. Donc, en faisant cette cartographie, nous mettons ensemble ceux qui produisent la recherche, c'est-à-dire les offreurs, avec ceux qui consomment cette recherche et innovation, c'est-à-dire les demandeurs. L'activité s'inscrit dans le cadre du projet de valorisation des résultats de la recherche et de l'innovation en Afrique de l'Ouest, initié pour une durée de 4 ans avec pour coordonnateur régional l'Agence universitaire de la francophonie. Le projet a pour initiateur un consortium composé du Bénin, du Burkina Faso, du Sénégal et du Togo. Un consortium mis sur pied par un travail, disons, orienté sur la recherche-innovation. C'est-à-dire, et le travail concerne précisément la valorisation des résultats de recherche dans la sous-région. Et c'est un travail qui a été financé par l'OEACP grâce au Fonds européen de l'Union européenne. Après la validation du document de la cartographie des acteurs, des résultats et des besoins en recherche-innovation au Bénin, la plateforme sera mise en place afin de renforcer les relations entre ceux qui développent les technologies et ceux qui sont dans le besoin. Nous allons à présent faire un tour au ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts qui a organisé ce vendredi une conférence sur la sûreté et la sécurité des musées du Bénin. C'est dans le cadre du cycle de formation des ressources humaines au profit de la gestion et la sécurisation des biens culturels. Plusieurs acteurs sont pris en compte par ce programme de renforcement de capacité. Le lancement de l'étape de Cotonou a eu lieu ce vendredi. Clément Tchadé pour le compte rendu. Des jeunes et plusieurs autres acteurs formés sur la sûreté et la sécurité des musées et établissements culturels du Bénin. Un projet né de la coopération entre le gouvernement béninois et la France pour promouvoir les arts et surtout assurer leur gestion à travers des compétences qualifiées. Après le lancement du cycle de formation, cette conférence marque l'étape de Cotonou et le début de la phase opérationnelle de ce projet du gouvernement qui entend faire une bonne gestion des atouts touristiques et culturels. Dans le vent qui souffle sur notre pays, de grands équipements sont en train d'être érigés, réhabilités, réaménagés. Il est donc de bonne loi que nous ayons les ressources nécessaires pour les gérer comme il se doit. Ce cycle de formation vient en appui pour vous aider à mettre tout ça en place. Et donc l'ambassade de France vient en appui sur la base de ce programme de différentes manières avec ce type de formation. La formation regroupe une diversité d'acteurs pour la recherche des moyens de lutte contre le trafic, les types de biens culturels qui peuvent faire objet de trafic, l'analyse des risques d'incendie et la qualité des installations des infrastructures. Une panoplie de thématiques sur lesquelles les participants sont entretenus. Il ne s'agit pas seulement de faire des infrastructures, il s'agit également d'avoir les ressources humaines capables d'assurer la marche de ces équipements culturels. La conférence du jour est un des jalons clés importants de toutes les actions que le gouvernement, à travers la coopération qui prend plusieurs formes avec la France, de toutes ces actions qui sont en œuvre pour réussir le pari et répondre aux enjeux de sécurité et de sûreté dont le gouvernement a pris la mesure très tôt. Pendant plusieurs années, nous avons géré les musées à qui mieux comme on le dit. Nous les avons gérés avec le peu de professionnalisme dont nous disposons. Il est aujourd'hui temps que nous passions à la phase supérieure, à la phase de professionnalisation. Un cycle de formation et de conférences qui se poursuit avec d'autres étapes à venir. Avec cette diversité d'acteurs formés, le gouvernement garantit ainsi la sécurité des biens culturels du Bénin. Cette cohorte rassemble les archéologues, des juristes, des experts de l'ANPT, les forces de l'ordre et de sécurité, les soldats du feu, afin de riposter contre toute forme de destruction et de trafic de biens culturels dans les musées du pays. Ainsi se referme ce journal que je vous remercie d'avoir suivi. Tout le plaisir était pour moi de rester en votre compagnie. Bon début de week-end à toutes et à tous.